Les amis, soyez les bienvenus à Monaco pour ce 7e rendez-vous de la saison. Et comme toujours, rendez-vous au premier virage. Et maintenant, avec vos questions. Le Grand Prix de Monaco est un événement hors norme, à part dans le calendrier, donc c'est une espèce rare, c'est une espèce unique dans le calendrier de la Formule 1. Est-ce que ce Grand Prix est menacé? En tout cas, on sait qu'à l'heure où on parle, en ce week-end de Grand Prix de Monaco, les tractations continuent entre l'ACM, l'Automobile Club de Monaco, et les propriétaires de la F1 Liberty Media pour que ce Grand Prix se poursuive. Si on écoute le Prince Albert de Monaco, si on écoute le président de l'ACM, on a le sentiment que les négociations sont serrées, sont peut-être par moments un peu tendues. Liberty Media veut certainement plus d'argent. On sait que Monaco est l'un des grands prix, si ce n'est le Grand Prix, qui paye l'accueil de la F1 le moins cher du plateau, et que Liberty Media veut rehausser ce prix du plateau pour venir à Monaco. Chose que sans doute la CM est prête à faire dans une certaine mesure. Maintenant, eh bien, les discussions sont en cours. On devrait en savoir plus dans les 15 prochains jours. Il semblerait que l'accord soit proche et que Monaco ne quitte pas le calendrier, ce qui aurait été et ce qui serait une hérésie pour la Formule 1. Alors Mehdi, ça c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre et peut-être même que les instances à Monaco n'ont pas la réponse parce que c'est un circuit en ville. Il sera très difficile d'imaginer élargir les routes et les rues de la principauté. On pourrait envisager à Monaco de modifier le tracé et notamment au moment du portier, avant de rentrer dans le tunnel, d'emmener les F1 sur ce grand boulevard qui part à gauche plutôt qu'à droite dans le tunnel. Est-ce que ça aiderait les dépassements ou plus de spectacles? Je ne sais pas. Maintenant, il faudrait peut-être envisager d'autres solutions et un format particulier à Monaco. Pourquoi pas une qualification sur un tour pour chaque pilote, où chaque pilote partirait seul en piste pour un tour. On l'a déjà vu en Formule 1, je pense que ça conviendrait bien à Monaco. Et puis pourquoi pas un jour, on peut rêver une course de nuit à Monaco. Ça rendrait le décorum encore plus incroyable. Ça ne changerait peut-être pas les possibilités de dépassement en piste, mais ça rajouterait un piment supplémentaire à ce Grand Prix. En tout cas, les instances à Monaco réfléchissent à la meilleure manière, dans le cadre qu'est Monaco et cette zone extrêmement étriquée, ils réfléchissent en ce moment à comment améliorer le spectacle en principauté. Cher Vincent de la rédaction de Canal+, oui, c'est une bonne question. Il y a toujours des mesures de sécurité au niveau du port de Monaco. Deux choses à savoir. Autour du port, il y a tous ces yachts qui créent un décor magnifique ici. Eh bien, ces yachts, pendant les séances d'essai, sont reculés du quai, sont éloignés du quai pour laisser une marge de sécurité entre le quai et l'arrière de ces beaux bateaux. Et il y a toujours des équipes de secours prêtes à intervenir. Les probabilités qu'une voiture plonge dans le port sont minimes, mais elles ne sont pas inexistantes. Donc les moyens de sécurité sont toujours là. Les hommes grenouilles de Monaco sont prêts à plonger dans les eaux du port pour éventuellement récupérer un pilote qui aurait perdu le contrôle de sa voiture. Oui, Michael, il faut croire à un retour de Mercedes. Peut-être pas immédiatement, parce que ce qu'on a vu en Espagne était un mieux, mais n'était pas la solution complète à tous les problèmes de Mercedes. La voiture est encore un peu trop lourde, la voiture n'a pas totalement réglé ses problèmes de rebond, de marsuinage, même s'ils ont grandement diminué, il en reste encore à traiter, mais c'est une bonne étape. Et puis, il y a deux choses à comprendre. Il y a les nouveautés qui sont apportées, qui elles ont immédiatement apporter quelque chose d'intéressant en termes de performance. Et il y a maintenant la façon d'exploiter ces nouveautés sur la voiture. Ce sont les réglages. Et maintenant, ça prend du temps d'optimiser les réglages de la voiture en fonction des nouveautés sur celle-ci. Donc il faut laisser encore du temps à Mercedes. Il n'était pas encore dans un rythme extraordinaire, mais c'était déjà nettement mieux. Les pilotes sont plus en confiance maintenant avec la voiture, peuvent plus s'attaquer et celle-ci est clairement plus performante. On va dire qu'ils ont réglé la moitié de leurs problèmes environ. Ils ont retrouvé 50% de performance qui leur manquait par rapport à l'adversité. Il leur reste encore du chemin à faire. Alors Adrien, le réservoir de carburant dans une Formule 1 se trouve dans le dos du pilote et presque un petit peu sous ses fesses. Certains réservoirs ont une légère forme en L. Il faut savoir que ces réservoirs peuvent contenir 110 kg d'essence puisque c'est la quantité maximale de carburant que peut embarquer une monoplace pour le Grand Prix. Mais généralement, ils sont un petit peu surdimensionnés. On peut généralement y mettre 120, 125 kg d'essence. Cela permet aux monoplaces de faire des tours de reconnaissance supplémentaires
faire avant le Grand Prix, par exemple. Ce sont des réservoirs qui sont faits notamment en Kevlar, qui se déforment en cas d'impact. On se souvient, dans le cas de l'accident de Romain Grosjean, que ce n'est pas le réservoir qui avait explosé, mais la trappe d'essence par lequel on ingère le carburant, qui s'était ouverte, et c'est comme ça que ça s'était inflammé. Mais la poche que constitue le réservoir en elle-même avait parfaitement tenu, elle s'était déformée mais n'avait pas lâché. Donc c'est un des éléments évidemment importants et de sécurité, parce que au moment du départ, on pourrait imaginer que le pilote est assis quasiment sur une véritable bombe. Il y a énormément de réglages que peuvent effectuer les pilotes. Souvent, c'est en qualification qu'ils modifient le plus de réglages sur leur volant. Concrètement, que peuvent-ils modifier ? Le différentiel de la voiture, c'est celui qui permet aux roues gauche et droite à l'arrière de tourner à des vitesses différentes. Eh bien, ils peuvent régler ce différentiel en entrée, en milieu et en sortie de virage. Ils peuvent modifier les cartographies de récupération d'énergie sur la partie électrique également. Ils peuvent modifier l'équilibre du freinage, mettre plus de frein sur l'avant ou l'arrière de la voiture, selon que le circuit le nécessite, selon que l'usure des pneus le nécessite. Et donc, tous ces équilibres de avant-arrière, de différentiel, etc. Ils peuvent le modifier autant de fois qu'ils le veulent, parfois d'un virage à l'autre. Il faut savoir qu'il y a aussi des boutons sur le volant qui sont des préprogrammations, c'est-à-dire qu'en appuyant une seule fois sur ce bouton, eh bien, ça programme directement ce que le pilote souhaitait pour le virage suivant. Donc ils vont effectuer beaucoup de manipulations généralement sur un tour de qualification, et après en course, ils vont effectuer des manipulations au fur et à mesure de la dégradation des pneus et surtout de l'allègement de la voiture avec le carburant qui diminue. Mais un pilote peut parfois procéder à une trentaine, une quarantaine de changements sur un tour, ne serait-ce que pour avoir la meilleure voiture possible dans chaque virage du circuit. Alors Raphaël, ces passages au stand, ils ont une vocation d'apprentissage pour le pilote, notamment sur un nouveau tracé. On va demander au pilote plusieurs fois pendant les séances d'essais libres de passer par la voie des stands, de s'immobiliser sur la zone d'arrêt et de repartir. Ça permet au pilote d'apprendre l'entrée des stands et la sortie des stands et de s'entraîner ainsi. Ça permet aussi aux écuries de calculer le temps de passage au stand. On simule un passage au stand et on calcule du moment où le pilote entre au stand jusqu'à sa sortie, combien de temps l'équipe perd, et en prenant compte bien sûr un arrêt et un changement de pneumatique. Donc ça permet de commencer à établir une stratégie pour savoir à quel point cette voie des stands est pénalisante. Ça permet aussi de déposer de la gomme au sol. Le pilote généralement repart en accélérant à fond, en faisant patiner ses roues arrière, il dépose de la gomme sur son emplacement et en course, quand il reprendra la piste, il aura plus de grippe. Il y a longtemps, effectivement, lorsqu'il n'y avait pas des zones partout sur le circuit où les données pouvaient être transmises aux équipes, où le fait de passer par la voie des stands permettait de décharger des paquets de données à l'écurie. Aujourd'hui, ça n'est absolument plus un souci, donc il n'y a plus ce phénomène de déchargement des données en passant par la voie des stands. C'est simplement pour bien maîtriser cette zone du circuit. C'est une question extrêmement d'actualité et qui crée beaucoup de tensions dans le paddock, c'est ce plafond budgétaire. Vous savez qu'il est fixé à 140 millions de dollars cette année, 141 200 000 dollars pour être précis, puisqu'il y a 22 courses et que le plafond budgétaire était basé sur 21 courses. Donc ce budget, les équipes n'ont pas le droit de le dépasser. Et en ce moment, avec ce qui se passe, la guerre en Ukraine notamment, l'inflation est importante. Le coût des matières premières, le coût du transport, le coût de l'énergie, et tout ça fait que les dépenses sont plus importante que prévu. Certaines équipes disent nous avions prévu cette inflation et donc nous avons ajusté notre budget en conséquence. Donc on ne voit pas pourquoi il faudrait augmenter le plafond budgétaire. Et d'autres écuries comme Red Bull disent c'est trop d'un coup à supporter, il faut augmenter à nouveau ce plafond budgétaire. Donc il y a un combat au sein des équipes. Certaines souhaitent vraiment que ce plafond augmente, d'autres leur répondent vous n'avez qu'à diminuer vos améliorations sur la voiture, vos budgets de développement de la voiture, et vous resterez dans les coûts de cette saison imposée. Donc c'est un vrai problème à traiter, mais pour l'instant, dans les discussions, il ne semble pas question de réévaluer et de réaugmenter ce plafond budgétaire pour l'année 2022.